Bon, je vais entamer ici une molécule. Voilà, montrer une molécule qui est la glycérine. La glycérine. Et qui vaut la peine d'en parler. Hein. C'est la glycérine ou ce qu'on appelle le glycérol. Alors pourquoi glycérol? Parce que c'est un alcool. Hein. Tout ce qui est alcool, ça termine par ol. Mais on appelle ça aussi la glycérine. Alors, pour la construire, il est composé de 3 carbones. Donc je vais mettre 3 carbones. Et à partir de là, bien sûr, je dois mettre une fonction alcool. Alors, l'alcool, c'est un hydroxyle. Hydroxyle OH. Donc, on a 3 fonctions alcool. Alors, voilà, c'est inodore et incolore. On les retrouve dans les graisses. C'est un goût un petit peu sucré. On les retrouve dans les acides gras. Les acides gras. Donc, je dois mettre là CH. Et maintenant, je vais compléter. Alors, par des hydrogènes. Là, je peux en mettre une, deux. Comme ça, j'ai la tétravalence du carbone. CH. Là, je vais mettre de l'hydrogène pour avoir la tétravalence du carbone. Et là, je vais mettre du H. Alors, oui, bien sûr, il y a encore un H ici. Il y a encore un H en bas. Ce qui va donner comme formule du CH2OH CHOH et CH2 CH2OH. Alors cette molécule, vous la constatez, elle est symétrique. On a un axe de symétrie à ce niveau-ci. On a un axe de symétrie à ce niveau-ci. Bon, je pourrais le mettre autrement. Je vais le faire tout de suite. Alors comme on a 3 carbones, on va un carbone, 2 carbones, 3 carbones. Et alors je vais mettre les fonctions OH, j'ai un OH ici, un OH ici, et un OH ici. Voilà. Et ça, c'est la glycérine. C'est la glycérine ou le glycérol qui est un alcool. Et vous voyez les fonctions alcool où se trouvent-elles? Il y en a 3. Il y a une fonction alcool ici, une fonction alcool ici, une fonction alcool là, et là, on peut les apercevoir ici. Eh bien, on va aller voir ce qu'ils ont dit sur Internet. Donc, le glycérol. Le glycérol, ben, je vous ai dit qu'on pouvait l'appeler le glycérol ou la glycérine. C'est la même chose. C'est la même chose. Glycérol, glycérine, c'est la même molécule. Oui, oui, ce qu'ils ont fait là, c'est juste ceci. Ils ont repris l'OH par là. Voilà, ils ont repris un OH comme ça, comme ça. Les OH, ils les ont mis là. Ouais, parce qu'il faut respecter les angles les angles. Voilà, l'angle n'est pas dans ce sens-là, mais il est dans l'autre sens. Voilà, donc là, c'est le même pour l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a une espèce de W.
un W. C'est plus un W la glycérine qu'autre chose. Alors je rappelle que la W, elle est symétrique. Hein. Si j'écris W, c'est 2 V. Non, un premier V qui est ici, voilà, qui peut aller jusque là. Puis j'ai un deuxième V qui va jusque là. Donc on a un axe de symétrie pour le W parce que elle est composée de 2 V, un V à gauche et un V à droite. Donc ici on a bien un axe de symétrie et ce qui est à gauche, est égal à, c'est la même chose, représentable à gauche et à droite. Alors le glycérol, bon, vous voyez que c'est CH2OH, CHOH, CH2OH, c'est bien ce que j'ai marqué à ce niveau-ci, CH2OH, CHOH, pour assurer la tétravalence, et CH2OH. Bon, j'ai rien d'autre, je n'ai rien fait d'autre que ça. Et là, la formule, elle est là, formule brute. Alors, ils vous disent que c'est un liquide, voilà, il est sur la température ambiante. C'est un liquide, donc, qui est incolore, qui est, bon, un écoulement visqueux, et qui est, au niveau olfactif, inodore. Donc, il n'a pas de couleur et il n'a pas d'odeur. Par contre, il a un goût, son goût il est sucré, et c'est pour ça qu'on l'utilise dans de nombreuses compositions donc, de pharmacie. Alors, sa molécule possède 3 groupes hydroxyle, je vous l'ai dit, 3 groupes alcool, hein. C'est 3 fonctions alcool. Ce sont des groupes hydroxyle, mais des fonctions alcool. Voilà, je vous ai dit que là, il y a la fonction alcool, fonction alcool, fonction alcool, mais ce sont des groupements, des groupes hydroxyle. Des groupes hydroxyle avec la fonction alcool. Alors, sa molécule possède 3 groupes hydroxyle correspondant à 3 fonctions alcool responsables. Bien sûr, comme on sait bien que les alcools sont solubles dans l'eau, eh bien, ils sont responsables de sa solubilité dans l'eau, bien sûr, à température ambiante et à pression atmosphérique. Et bien sûr, l'alcool est responsable de sa solubilité et de sa nature hygroscopique, c'est-à-dire c'est la faculté qui a tendance à retenir l'humidité de l'air. C'est une substance qui a tendance à retenir l'humidité de l'air grâce à sa fonction alcool. C'est la solubilité due à la fonction alcool. Alors la fonction alcool, pourquoi je vous rappelle que la fonction alcool peut faire facilement des ponts H. Fait des ponts H. Il fait des ponts H. Voilà, enfin, voilà. Les alcools sont solubles, on va dire ça comme ça. Ils ont une température d'ébullition bien plus grande que celle des alcanes. Les alcanes, généralement, vous retrouvez beaucoup de températures négatives. Hein. Et ils sont plus solubles que les alcanes, qui eux sont insolubles. Certains partiellement, qui sont très, très faiblement solubles dans les alcanes, et certaines sont insolubles. Sont insolubles. Bien sûr, je parle à température ambiante, à pression atmosphérique. Par contre, les acides correspondant comment est-ce qu'on appelle ça, aux alcools, les acides correspondant avec le même nombre d'atomes de carbone, les acides sont plus solubles que les alcools, qui eux sont nettement plus solubles que les alcanes parce qu'ils sont insolubles. En gros, ils sont insolubles les alcanes. Donc qu'est-ce qui est plus soluble? Ce sont les acides, beaucoup plus les acides que les alcools. Bien sûr, en comparaison en nombre de carbone. Il ne faut pas faire n'importe quoi comme comparaison. Alors, les acides ont un groupement COH hydrophile et des carbones qui sont hydrophobes. Et plus la chaîne carbonée augmente, et plus c'est hydrophobe. Le côté hydrophobe gagne sur la partie hydrophile. Plus la chaîne est grande. Alors on les retrouve, comme je vous l'ai dit, dans les graisses, notamment les
phospholipides, phosphoglycérides et les triglycérides. Donc on les retrouve dans les lipides, si vous voulez. Mais lipides de la classe triglycérides et des phosphoglycérides. Donc c'est ce qu'on retrouve dans les lipides. On retrouve des glycérols, si vous voulez. Alors, l'histoire, c'est que initialement le glycérol a été découvert comme un résidu de la fabrication du savon. Donc, apparemment, c'est en fabriquant le savon qui ont découvert le glycérol. Et c'est en 1783, le pharmacien et chimiste suédois Carl Wilhelm Scheele obtient du glycérol en faisant bouillir de l'huile d'olive. Dans l'huile d'olive, il y a de l'huile. Donc, je vous rappelle que on retrouve ça dans les graisses, les acides gras, et des huiles. Et justement, ici, il y a de l'huile. Il a utilisé de l'huile d'olive. Donc, fatalement, il va retirer du glycérol ou de la glycérine dans l'huile d'olive. Et comment il l'a fait? Il l'a fait avec, bien sûr, un oxyde, on va dire, de la chimie minérale. Bon, l'huile d'olive, c'est de la chimie organique. C'est la chimie organique. Mais avec de l'oxyde de plomb, il a réussi à retirer. Donc, ce qui veut dire que en 1822, on a eu l'apparition comment on appelle ça, de la synthèse. 1828, on a vu la réaction de Waller, qui a trouvé, lui, la synthèse de l'urée. L'urée, bon, a été fabriquée par le rein, donc c'est une réaction, on va dire, organique, de la chimie organique. Mais avant ça, il y avait aussi Kolb, qui en 1822 a trouvé le vinaigre qui vient du vin, le vinaigre, vin aigre. Voilà, c'est rendu acide. Hein. On a un alcool rendu acide qu'on obtient le vinaigre, qui est l'acide méthanoïque. Hein, on a mis il y a eu une, comment on appelle ça, attaque par des levures, qui sont des petits parasites qui vont permettre de faire toute une transformation énergétique pour partir à partir de sucre, et ce sucre le transformer en alcool par ce qu'on appelle bien sûr par des enzymes et par comment on appelle ça, ce que je vous ai dit, je sais plus ce que j'ai dit, le nom, c'est des levures qui vont bien sûr donner de l'alcool à faible pourcentage. Bien sûr, il ne faut pas aussi que les levures qui sont des micro-organismes viennent mourir, je veux dire, dans l'alcool. Donc tout ça c'est une chimie, il ne faut pas les étouffer non plus, il faut une certaine concentration d'alcool pour ne pas que les levures meurent et ne fassent plus leur travail. Voilà. Et à partir de là, une fois qu'on a un degré de pourcentage d'alcool, à ce moment on passe par un tour de distillation, on enlève de l'eau et on concentre un peu plus en alcool et on peut augmenter la teneur en alcool comme on veut. Voilà, comme on veut. Alors le sucre, bien sûr, on peut sortir le sucre pour transformer en alcool à partir des céréales, mais on peut tirer à partir de beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses peuvent donner de l'alcool. Il n'y a pas que les céréales. Par exemple, si je pense au vin, qu'est-ce qui va donner de l'alcool? C'est les raisins, le sucre du raisin. Donc à partir de sucre, on le transforme par des enzymes et par des micro-organismes qui sont des levures en alcool, et puis après on passe par une distillerie pour augmenter le taux d'alcool. S'il faut augmenter le taux d'alcool, et bien sûr on ajoute des colorants, toutes sortes de choses pour avoir de la couleur, pour avoir des goûts de fruits, etc. On peut rajouter dans ces spiritueux là toutes sortes de combinaisons chimiques pour former, je sais pas moi, des liqueurs à base de pommes, hein, des liqueurs à base de ce que vous voulez, banane, orange, tout ce que vous voulez. Voilà, et donc ce que je voulais dire, c'est que la chimie organique a été, je veux dire, trouvée normalement, enfin on a su passer à l'élément vital, la substance vitale, on a su, la théorie de la substance vitale a été dénaturée, soi-disant en 1828, mais il y a eu la réaction de Kolb, Kolb, avec le vinaigre, donc qui date de 1822. Donc la véritable
on va dire, on a la, la date de la véritable création de la chimie organique est 1828, ben, qui est Waller avec la synthèse de l'urée. Mais avant ça, en 1822, il y avait Kolb. Kolb, lui, c'était le vinaigre. Donc la synthèse, il a réussi à fabriquer du vinaigre. Voilà. Donc, vous voyez que la chimie organique ne date pas forcément de 1828 ou 1822, parce que ici, vous voyez que en 1783, ben, ça fait, je vous rappelle que 1822, on n'est pas loin de 1783. 83 à 1800, ben, il y a quoi, 17 ans, et puis il faut qu'on rajoute 23 ans à 17 ans. Enfin, 28 ans pour la synthèse de l'urée, 28 ans plus 17 ans avant. Bien 45 ans avant, il y avait déjà une personne qui avait réussi à fabriquer, ben voilà, sortir à partir de l'huile et de l'oxyde de plomb, ben, il a réussi à fabriquer du glycérol. Donc ça, c'est une espèce de, voilà, ben, c'est vrai qu'il l'a tiré, là, il l'a tiré, il a juste extrait, c'est une extraction. On va me dire, c'est pas une synthèse, c'est quand même une extraction. Donc c'est pas véritablement de la chimie organique, ça. C'est pas véritablement de la chimie organique, puisqu'en fait, c'est une extraction. Bon, une synthèse qui est fabriquée à partir du non-vivant, euh, de la chimie organique, ça c'est vraiment de la synthèse. Mais ici, bon, c'est une extraction, on a extrait de l'huile à partir bien sûr d'éléments minéraux tels que l'oxyde de plomb. Bon, on ne peut pas dire que ça c'est vraiment de la chimie organique. Au niveau des réactions, mais en tout cas, le glycérol est un composant organique. Alors en 1823, ça je vous ai déjà parlé de lui. Alors vous voyez que la date ici est importante, hein, parce que quand j'ai lu un site, voilà, c'est pour ça que je méfie des, comment on appelle ça, voilà, des historiques, parce qu'on peut raconter, il y a des points de vue parfois nationalistes qui peuvent attribuer, voilà, des trouvailles à certains savants, mais je dirais que la chimie organique a commencé en 1828, pour ainsi dire, et pas par le chevreuil, parce que j'ai vu dans un site, chevreuil c'était en 1816, et on a dit que c'était le précurseur de la chimie organique, or ce qui n'est pas vrai. Ici, je vois bien que déjà Kolb, c'est 1822. Kolb, c'est 1822, mais on ne l'a pas attribué à lui, mais plutôt à la synthèse d'urée qui est 1828. Donc, mais ici, je vois 1823, alors que dans un autre site Wikipédia, marqué 1816. Ce qui veut dire que bon, il faut arrêter avec ces dates-là de reculer des dates et de mettre un peu tout et n'importe quoi. D'un côté, c'est 1816, et de l'autre côté, 1823. Tout ça pour dire que, bon, des nationalistes auraient pu mettre que c'est français. Bon, c'est pas forcément français. Voilà. Je peux vous dire que c'est un Allemand. Voilà, c'est un Allemand. On peut pas faire un peu n'importe quoi avec les dates. Dans un site, on vous trouvez 1816 pour dire que c'est le précurseur de la chimie organique. Et dans un autre, vous trouvez 1823. Si c'est 1823, c'est Kolb. C'est Kolb. Mais on n'a même pas attribué à Kolb en 1822. La chimie organique date de 1828. Donc, moi, je crois qu'au niveau des dates de Wikipédia, il faudrait revoir certaines choses, parce que j'ai bien vu 1816 dans un autre site Wikipédia qui parlait, d'ailleurs, c'était un site sur la chimie organique. C'est le site sur la chimie organique. Allez voir qui parle de Monsieur Chevreul. Chevreul, voilà. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est pas lui. Le précurseur, c'est vraiment comment, la synthèse de l'urée. Mais vinaigre, voilà, le vinaigre, fabrication de vinaigre, attribué à, comment on appelle ça, attention, quand je dis fabrication du vinaigre, c'est la synthèse du vinaigre, hein, c'est la construction, fabrication du vinaigre. Voilà, c'est pas le fait de le rendre alcoolique, parce que le rendre alcoolique, tout le monde savait, et les tours de distillation existaient depuis longtemps, hein. Voilà, enfin, comment est-ce qu'on appelle, les alambics, ça existe depuis très longtemps. C'est par rapport à ça, c'est pas ça que je veux dire. Allez comprendre ce que je raconte, hein. 1822, c'est pas la création de voilà, de l'alambic, voilà, c'était bien avant l'alambic, hein. L'alcool, les spiritueux, c'était construit il y a très très longtemps, hein. Voilà, en 1822, c'est voilà, la synthèse du vinaigre. Synthèse du vinaigre. De Kolb, ben, voilà, on lui a pas attribué à Kolb voilà, 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 la dénaturation euh, de la substance vitale, que voilà, on ne savait pas créer, seule la force vitale pouvait créer des éléments organiques. L'être humain n'était pas capable. Voilà. Et à partir de 1828, mais qu'est-ce qui a voilà, cassé, rompu cette idée fausse et cette théorie fausse?
Mais c'est, je vous dis, encore une fois, Waller, c'est lui. Et Kolb, c'est 1822, il a quand même fait quelque chose, mais on ne lui a pas attribué voilà, le fait de cette grande avancée au niveau de la chimie organique, donc qui était une porte ouverte à tout un monde, qui est le monde de la chimie organique, avec des milliards des millions de molécules. Hein. Ça a donné, je veux dire, tout le monde a fait des recherches à ce moment-là pour retrouver les parfums, les arômes, les parfums. Et on retrouve beaucoup ça au niveau des plastiques, au niveau des, comment on appelle ça, de tout, l'agroalimentaire, voilà, les vêtements, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Voilà, les peintures. Euh, bon, la chimie organique a été un monde d'ouverture. Voilà, donc c'est attribué à Kolb et personne d'autre. Donc maintenant, si certaines personnes avancent des dates, parce que là, je suis quand même étonné de voir que dans un autre site, c'est 1816 et ici 1823. Bon, faut arrêter de. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Eugène Chevreul, voilà, Eugène Chevreul, lui, il démontre que le corps gras est formé d'une combinaison entre le glycérol et les acides gras. Voilà, ça veut dire que bon, on retrouve dans les acides gras du glycérol, c'est ce que ça veut dire. Et que bon, il n'y a qu'une personne qui a réussi à extraire le glycérol, ben, à part, voilà, en faisant bouillir de l'huile d'olive, ben, c'est le pharmacien qui est un pharmacien et en même temps un chimiste, parce que bon, généralement les pharmaciens c'est des chimistes, je vous le dis tout de suite, tout comme les médecins sont en partie des chimistes, parce que bon, les cours de chimie organique et de chimie minérale, enfin je dirais plus de chimie organique, sont un élément très important, je veux dire, pour les études de médecine. Et pour ceux qui font des études de, comment on appelle ça, de pharmacie, ben, un pharmacien, c'est un chimiste, on va dire ça comme ça. Hein. C'est un premier point. Bon, s'il n'a pas fait de chimie, c'est pas un pharmacien. Et les pharmaciens, d'ailleurs, dans les écoles de pharmacie, ben, voilà, on ne badine pas avec les cours de chimie. Celui qui rate chimie, ben, il a raté chimie. C'est pas qu'on va lui faire un petit cadeau parce que c'est son métier. C'est-à-dire que s'il a un 9 sur 20, on n'est pas dans une école où on va se dire, bon, chimie, c'est pas encore voilà, le cours principal, parce que certaines écoles, qu'est-ce qui était principal? Ben, c'est les cours de mathématiques. Certaines écoles, ce sont les cours voilà, de mécanique, d'électricité, et de mathématiques qui sont fort importants. Certaines écoles, ben, c'est des écoles d'économie, ben, c'est l'économie qui est important. Donc on ne permettra pas à quelqu'un d'avoir 9 sur 20 au cours d'économie alors que lui, il veut devenir économiste. Donc voilà, et chez les pharmaciens, c'est pareil. Celui qui a 9 sur 20 au cours de chimie organique ou de chimie, voilà, parce qu'il y a plusieurs cours de chimie en pharmacie, et il n'y a pas qu'un seul cours, mais on ne permettra pas qu'il ait 9 sur 20. On ne va pas lui donner un point comme ça, parce qu'il a eu, parce que c'est un cours primordial. Les cours de chimie sont primordiaux. Donc, un chimiste, c'est un pharmacien. Donc, le pharmacien qui est chimiste, bien sûr, parce qu'un pharmacien, je vous dis que c'est un chimiste. Un pharmacien, c'est un chimiste. Bon, maintenant, je dis pas qu'il connaît pas, j'ai pas dit qu'il connaissait toute la chimie, parce que la chimie, c'est un peu comme l'informatique. J'ai rarement vu un informaticien qui connaissait toute l'informatique. Hein. Bon, l'informatique, c'est vaste, hein. C'est immense. Hein. Tout comme l'électronique, c'est immense. On travaille dans 2-3 domaines de l'électronique. Ben, je ne connais personne qui connaît toute l'électronique. Voilà, ce sont comment est-ce qu'on appelle ça, des encyclopédies. L'électronique, c'est des encyclopédies. Voilà, l'électricité, c'est des encyclopédies. Et c'est la même chose que pour voilà, la chimie, ce sont des encyclopédies. C'est fameux, fameux, très fameux. Donc, je dirais la chimie, la physique, tout ça, celui qui veut s'orienter, il verra que bon, il y a à boire et à manger pour rester toute une vie, étudier rien qu'une matière qui est la chimie, chimie organique, etc. Il peut faire toute une vie, d'autant plus qu'il y a des millions de molécules, je veux dire, en chimie organique. Donc bonjour, s'il veut savoir s'il veut tout savoir. Donc, on ne connaît pas toujours tout, c'est normal, parce que le monde, il est très vaste. Le monde, tous ces mondes sont très vastes. Donc, on ne peut pas attendre d'informations qui connaissent toute la chimie, parce que si, bon, je peux prouver par n'importe quel moyen que n'importe quel professeur de chimie d'université ne connaît pas toute la chimie, parce que c'est vaste, c'est vaste. Voilà, si je commence à parler de sidérurgie ou de métallurgie, qui est de la chimie pure, hein, voilà, eh bien, voilà, il sera pas capable de répondre, parce que bien que chimiste, c'est pas son domaine. La métallurgie, c'est pas son domaine. Métallurgie qui est de la chimie aussi. Alors on a des produits chimiques qui sont utilisés en médecine. Bon là, bon, voilà, par exemple, je pense à
l'orthophomiate d'éthyle, par exemple, bon, ça, le bromoforme, tous des trucs comme ça, chloroforme, le chlorure d'éthylène, tralala, tralala. Je dirais, bon, il y a beaucoup de produits utilisés en chimique, le pyramidon, l'antipyrine et ses dérivés, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux mettre, la, la phénacétine, qui est l'acétylpara-phénitidine, la cryogénine, l'acétanilide, le calyptol, la terpène, voilà, le phénol, le crézol, thymol, etc. On trouve les aldéhydes utilisés en médecine, les aldéhydes formiques et leurs dérivés. Disons que, bon, ça, les produits pharmaceutiques, fatalement, par exemple, je pense à l'antipyrine, bon, ça doit être connu par comment on appelle ça, les pharmaciens. C'est normal parce que c'est leur métier. Mais n'allez pas parler de sidérurgie à un pharmacien, bien qu'il a fait de la chimie. Oui, c'est un chimiste, mais c'est un chimiste dans son domaine. Parce que si vous avez commencé à parler de sidérurgie, bon, le gars, il ne sait pas, c'est pas son genre d'étude. Voilà, parce que la chimie, c'est vaste. On étudie, on va dire, des branches de la chimie. Des branches de la chimie. Parce que si vous voulez étudier la chimie, vous en avez pour 20-30 ans. Et encore, c'est pas encore assez parce que vous ne connaîtrez encore rien. Voilà, c'est vérité. Ce que je dis, c'est véridique. Hein. Je n'invente rien, aucun mensonge. Hein. Je veux dire, c'est vaste, c'est très très vaste, très très vaste. Vous ne savez pas ce que c'est que quand j'exprime voilà, mon point de vue, c'est incroyable. C'est incroyable. Je veux dire, je ne peux pas savoir ce que ça représente. Même parfois, bon, des pharmaciens ne connaissent pas des produits pharmaceutiques. Pourquoi? Parce que encore là, dans leur domaine, c'est encore vaste. Alors, on ne peut pas tout connaître. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait voilà, tous des bouquins voilà, reprenant, ainsi que des bases de données reprenant, je veux dire, toutes les connaissances. Parce qu'on ne peut pas tout connaître. Si on a un mal de chien à reconnaître voilà, quelque chose, ben, euh, on a toujours maintenant, comme auparavant d'ailleurs, des documentations, même en 1800, ils avaient des documentations. Hein. Ils avaient des classifications des antiseptiques, des antithermiques, des hypnotiques, des anesthésiques, et voilà, des purgatifs, des vomitifs, des diurétiques, des vermifuges, des trophiques. Et voilà, c'est pas ça qui manquait dans les produits pharmaceutiques pour lesquels il y avait des bouquins tout faits. Sans compter qu'on peut parler aussi des matières colorantes. Hein. Voilà, il y a des matières colorantes, notamment des teintures, etc., etc. Bon, avec des mordants de fer, mordants de chrome, voilà, des teintures sur mordants. Voilà, on avait au niveau des teintures, on avait voilà, des noirs d'aniline, des cachous, des gaudes, des rocous, des graines de perse, des campèches, des bois rouges, des tralali, tralala, voilà, voilà, des garances, de la garance, de l'indigo, de l'orzeille, du cuir citron, voilà, du bois jaune, et voilà, bon, c'était un petit peu, je veux dire, voilà, donc on a les produits pharmaceutiques, les produits de teinture, les produits et les produits utilisés en médecine sont énormes. Hein. Alors on a les produits utilisés en parfumerie. Je pense aux essences, aux alcools et éthers, aux hydrocarbures, aux extractions des alcools. Bon, voilà, pour les odorants, comment faire un dosage de produits phénoliques, de la citronellol. On avait le citronellol, on avait voilà, les phénols et hétéroxydes de phénol retirés des essences. On avait le, le génol, l'isogénol, bon, bon, le safrole, l'isosafrole. Bon, je sais pas moi. C'est parfumerie, c'est quoi un monde. Voilà, tout ce qui était poudre aussi. Il y avait tout ce qui était poudre, développement voilà, on avait les produits agressifs, produits révélateurs.
Alors, par exemple, si je vous prends la préparation du vinaigre, qui était la réaction de fermentation, la fermentation acétique des boissons alcooliques, et spécialement du vin qui fournissait le vinaigre, on procédait de différentes manières. Il y avait le procédé orléanais. Par exemple, je vous prends un exemple. Hein, dans l'orléanais, la fermentation était réalisée dans ce qu'on appelle des futailles de vin de 250 litres, dont le fond était percé d'un large trou pour le renouvellement de l'air. Alors ces fûts étaient disposés dans ce qu'on appelle des celliers, dont la température était de 25 à 30 degrés, et remplis au tiers de vinaigre. On ajoutait tous les 8 jours 10 litres de vin jusqu'à addition totale de 40 litres. Alors à ce moment, on soutirait alors 40 litres de vinaigre, euh, et on ajoutait donc le vin par 10 litres aux mêmes intervalles. Le vinaigre était ainsi préparé et de bonne qualité, et possédait un excellent arôme, mais l'opération était, le problème c'est que c'était dans le procédé orléanais, il était long. Bon, il y avait aussi le procédé Pasteur. Le procédé Pasteur, il a donné un mode opérateur qui est plus rapide que le procédé orléanais et qui fournissait un vinaigre très apprécié. À ce moment, il utilise des cuves de bois rondes ou, si vous voulez, quadrangulaires, peu profonde et munie de couvercles. Les ouvertures percées à l'extrémité d'un même diamètre laissaient passer l'air, c'est toujours la même chose. Hein. On faisait des trous pour laisser passer l'air pour pas qu'il y ait, comment on appelle ça? Parce que ça se faisait par des réactions aérobies, hein, en présence d'air, donc d'oxygène. Parce que s'il n'y avait pas d'oxygène à ce moment-là, bon, ça pouvait pourrir. Bon, on n'obtenait pas les résultats qu'il fallait. Des tubes en gutta-percha fixés au fond de la cuve permettaient l'introduction du liquide. Alors, bien sûr, du liquide alcoolique, et bien sûr, sans déranger le couvercle, ni les pellicules qui se trouvaient à la surface du liquide. Ces cuves étaient disposées dans une salle à température de... La température est importante, je peux vous le dire, pour faire ce genre de produit. 25 à 30 degrés, on y introduisait donc une liqueur qui renfermait 2% de vinaigre et 1% d'alcool. Et on y se met le mycoderma aceti. Voilà, le mycoderma aceti, celui-ci se développait en même temps qu'il formait de l'acide acétique et recouvrait bien sûr finalement entièrement la surface du liquide. On ajoutait après chaque jour de petites quantités de bière et de vin, et la fermentation terminée, on soutirait, si vous voulez, le vinaigre et on recueillait le mycoderma qui est lavé et sert à une nouvelle acétification. Alors il y avait le procédé allemand, hein. Ce procédé s'employait surtout pour transformer l'alcool d'industrie en vinaigre. On se servait toujours de tonneaux munis d'un double fond sur lequel on a entassé des copeaux de hêtre. Il y avait des trous patriqués aussi dans la paroi du tonneau permettant l'accès encore une fois de l'air. On faisait couler lentement sur ces tonneaux des alcools provenant de la fermentation du mout et du malt. Bon, ça, quand on parle de mout et de malt, ben ça c'est pour les bières, hein. C'est les bières. Voilà, le même liquide passait 3 fois. Et alors la transformation de l'alcool en acide acétique était autrefois attribuée aux matières albuminoïdes renfermées dans les copeaux de hêtre. Pasteur a montré que les copeaux efficaces à la préparation du vinaigre étaient imprégnés de mycoderma. La qualité de ce vinaigre était inférieure à celle, bien sûr, de ce que je vous ai expliqué précédemment. Il y avait le procédé aussi luxembourgeois. On avait la certification, se faisait dans des tonneaux tournants, aménagés comme, voilà, aménagés comme dans, on va dire, l'appareil de Michaelis. Hein. Toutes les heures, on donnait un tour de manivelle de façon à renouveler les surfaces de contact et le liquide qui baignait les copeaux de hêtre. Voilà. Donc il y avait différentes méthodes. Hein. Bon, il n'y avait pas qu'une seule méthode de fabrication du vinaigre. Chacun y allait par sa méthode de fabrication, mais sensiblement, bon, la réaction est toujours la même, c'est une réaction de fermentation. On part du sucre et du sucre, bien sûr, à des températures données. Bon, on ramenait des enzymes et comment on appelle ça, des levures. Et avec ces levures, ben, qu'est-ce qui se passait? Ben, il y avait une fermentation, ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Parce qu'il y a aussi la fermentation lactique, hein, composée de lait.
Et cette fermentation alcoolique transforme en alcool. Et puis on pouvait passer par on fabriquait par exemple de l'acide qui était, si on avait du vin, ben, on pouvait fabriquer du vin aigre, c'est-à-dire du vinaigre. En transformant l'alcool en acide, qui était l'acide méthanoïque. Donc on passait bien sûr de l'alcool éthylique à l'acide méthanoïque. Je m'excuse. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est l'acide méthanoïque. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est le naturaliste Pierre-Antoine Cap de son vrai nom, Gatra Cap, qui a introduit en 1853 dans la pratique médicale les préparations pharmaceutiques ayant pour base la glycérine. Il est divisé en deux grandes classes. Les glycérolés, faits avec de la glycérine seule, et les glycéras, faits avec un mélange composé de glycérine et d'amidon, et à la consistance de l'emploi. Alors, propriétés physiques. Bon, on parlera sûrement de solubilité, bien sûr, voilà, vous allez le voir. Hein. Le glycérol se présente sous la forme d'un liquide transparent. Donc c'est un liquide, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, il est visqueux, il s'écoule avec une certaine force. Avec une certaine force, on a des forces de freinage. Donc on a de la viscosité. Il est incolore, je vous l'ai dit. Il est inodore, je vous l'ai dit. Il est faiblement toxique si ingéré, bien sûr, mais laxatif à haute dose. C'est un laxatif à haute dose. Et il est au goût sucré. Bon, donc ça veut dire qu'il ne faut pas en manger trop parce que sinon, voilà, il va agir en tant qu'élément laxatif. Si à haute dose, bien sûr. Hein. Bon, quelle est la dose, ça je ne sais pas. Bon, le glycérol peut se dissoudre dans les solvants polaires. Voilà. Donc il se dissout. Mais attention que ce sont des solvants polaires. Hein. Avec des charges plus et moins. Grâce à ces trois groupes hydroxylés, bien sûr, parce qu'il contient des trois groupes hydroxyles, fonction alcool, ils vous disent qu'il est miscible dans l'eau et l'éthanol. Voilà, alors il se mélange, hein, miscible, il se mélange, désigne usuellement la capacité de divers liquides à former un mélange homogène. Alors en minéralogie, la miscibilité désigne la capacité de deux ou plusieurs pôles purs de former des cristaux homogènes. Ouais, mais ça c'est en minéralogie, moi je suis en chimie. Voilà, c'est un mélange, il va se mélanger. Voilà, il se mélange dans l'eau. Ça veut dire que s'il était non miscible, ça veut dire qu'il ne se mélange pas. Vous allez avoir une partie supérieure et une partie inférieure. Alors voilà, une partie, vraiment on aurait une division parfaite. Hein. On aurait un composé d'un côté et un autre composé de l'autre côté. On aurait un composé, voilà, vous prenez, voilà, vous prenez de l'eau et de l'huile, ben, vous aurez de l'huile ici, là, et vous aurez de l'huile au-dessus et de l'eau en bas. Voilà, ça c'est l'huile, en bas c'est l'eau, ça se mélange pas. Et ici, comme ça vient du gras et des huiles, bah, vous avez vu, ça venait de l'huile d'olive, hein. Donc c'est normal que ça se mélange pas. Que c'est attends, non, ici il est miscible, je m'excuse, justement. Ici il est miscible. Il est miscible dans l'eau, oui. Et il est miscible aussi dans l'éthanol. L'éthanol, c'est le spiritueux, c'est ce que les gens boivent. Hein. Voilà, il est miscible, je m'excuse. Bien que, oui, parce que c'est euh, l'huile et les graisses. L'huile, une huile, c'est non miscible, il y a des produits non miscibles dans les huiles, mais ça, c'est vrai que c'est un glycérol, il est miscible. Ils vous disent qu'il est miscible, justement. Et insoluble dans le benzène, donc il ne solubilise pas dans le benzène. Et il n'y a pas que ça, hein. Il ne se solubilise pas dans le benzène, dans le chloroforme et le tétrachlorométhane. Alors, l'affinité avec l'eau ben, le rend également hygroscopique. Hygroscopique, je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, c'est la tendance à retenir l'humidité de l'air. Voilà, par absorption. Voilà, par absorption.
Donc ici, il vous dit que son affinité avec le rond également hygroscopique et du glycérol mal conservé, c'est-à-dire hors dessiccateur ou mal fermé. Si mal fermé, il va se diluer en absorbant, si vous voulez, l'humidité de l'air. Il va prendre l'humidité de l'air, il va absorber, il va se diluer. Alors dans les organismes vivants, le glycérol est un composant important des glycérides. Glycérides, ce sont les graisses, bien sûr, et les huiles, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On les retrouve dans les triglycérides et dans les lipides triglycérides et phospholipides. Donc dans les lipides, on les retrouve dans les graisses, huiles et les phospholipides et glycérides. Quand le corps utilise les graisses stockées comme source d'énergie, du glycérol et des acides gras sont libérés dans le sang. Donc vous voyez que le corps utilise les graisses stockées, bien sûr, dans... voilà. Elle, elle a une réserve de graisse. Le corps a une réserve de graisse. On dit que quelqu'un est gras parce qu'il a une réserve de graisse. Et cette graisse-là peut être utilisée s'il fait du sport. Hein. Donc c'est une source d'énergie qui est présente. Mais si voilà, elle est présente en tant que corps stocké gras, mais qui peuvent être utilisés s'il fait du sport. Alors ils vous disent que quand le corps utilise les graisses stockées comme source d'énergie, alors on retrouvera du glycérol et des acides gras dans le sang. Quand il va utiliser les graisses qui sont stockées, les graisses stockées voilà, dans les muscles, etc. etc. Là, à ce moment-là, on aura du glycérol qui va apparaître. Et bien sûr, des acides gras. Alors, ici, on a une réaction de déshydratation, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'H2O qui va ressortir de la réaction, qui est là, H2O. Je ne sais pas si on voit, oui, plus H2, H2O. Alors, à gauche, on a bien sûr, vous reconnaissez le glycéride ou le glycérol qui va se déshydrater en présence de ce qu'on appelle du KHSO3 qui est de l'hydrogénosulfite de potassium. Hydrogénosulfite de potassium. Parce que H, c'est un groupement hydrogéno. Voilà, c'est un composant hydrogénosulfite de potassium, KHCO3. En présence de KHCO3, eh bien, il va se décomposer, et bien sûr donner de l'H2O. Donc il va se déshydrater, mais il va donner l'acroléine que vous voyez là, qui est CHOH, qui est CHO. CHO. Alors vous reconnaissez bien sûr la fonction aldéhyde. Hein. Oui, acra-aldéhyde. Acra-aldéhyde, vous le voyez. Hein. Propénal, prop2-N-al, prop2-N1-al, acraldéhyde. Acraldéhyde, aldéhyde acrylique. Voilà, vous reconnaissez la fonction aldéhyde. Alors, ils vous disent que si vous estérifiez, vous faites une réaction d'estérification. Bon, l'estérification, c'est pour obtenir un ester. On obtient un ester. Alors, pas confondre les esters et les éthers. Hein. Pas confondre les esters et les éthers. Alors, ici, je peux vous dire que si je fais le composant ici, que je vais vous montrer, ça,
C, C, O, ça, c'est on a un groupement carbonyle, là-dedans, un groupement carbonyle. Alors, les aldéhydes sont du type primaire. Sont du type primaire. Et le groupement, on a le groupement ceci. Bon, je vais vous montrer. C, O, H. Ça, c'est l'aldéhyde. C'est l'aldéhyde. On a un groupement carbonyle, CO. Ça, c'est l'aldéhyde. Donc, c'est bien ce qu'on a ici. On a un aldéhyde, on a le groupement CO. Bien sûr, avec un radical. Quand j'écris ceci, il y a un radical ici, R. Et ça, c'est le groupement carbonyle. Ça, c'est l'aldéhyde. Qu'on retrouve dans les sucres, bien sûr. Hein, dans les sucres. Les aldéhydes, les sucres, on les retrouve sous forme d'aldéhyde ou de cétone. Bon, et donc l'estérification, la réaction d'estérification, ben, c'est, on va dire, un groupement voilà, COOH, c'est-à-dire, bien sûr, vous reconnaissez HOR2 qui est un alcool. Un alcool, mais là on a fait une réaction avec un acide carboxylique. Bon, l'acide carboxylique, c'est ceci. C'est, je vais réduire tout ceci parce que c'est trop grand. RCO, et cette fois-ci je vais mettre OH. Ça c'est un acide. Ça c'est un acide. Alors vous voyez bien qu'il y a le groupement carbonyle, mais il y a le groupement hydroxyle. On a un groupement carbonyle et hydroxyle. Donc un groupement carbonyle et hydroxyle, c'est un groupement carboxyle. C'est un groupement carboxyle. Donc vous voyez que, bon, et ça va donner quoi? Ben, ça va donner un ester. Ça va donner un ester. Voilà. Donc vous voyez que qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a un hydrogène de l'OH qui s'est cassé et qui a été pris par le R2. Bon, ceci. Voilà. Bon, ici vous reconnaissez le groupement alcool. Acide, je m'excuse, acide. Acide. Et là vous reconnaissez le groupement alcool. Donc, ici on a un acide plus un alcool. Alors, je peux vous dire que le OH ici, on a un O, un oxygène, avec un hydrogène. Et alors, l'hydrogène va se casser ici. Il va, bien sûr, ici, ça va se casser pour avoir du
R2, et le R2 va prendre la position en lieu et place du H. Pour obtenir, voilà, vous avez en lieu et place de l'hydrogène, le R2, bien sûr. Et où est l'hydrogène? L'hydrogène a été, voilà, avec HO, plus de l'hydrogène, ça fait H2O. Donc on a, voilà, obtenu de l'ester plus de l'eau. Donc un acide plus un alcool donne un ester plus de l'eau. Acide plus alcool donne un ester plus de l'eau. Alors je vous rappelle que on peut obtenir à partir du glucose, par exemple, c'est 6H22, H12O6. Voilà, après fermentation, on peut obtenir un alcool. Puis avec de l'alcool, on peut obtenir, si vous voulez, de l'acide. Mais maintenant, si vous mettez un alcool plus un acide, alcool plus acide, avec un alcool, on peut obtenir l'acide, mais si vous mettez un alcool plus un acide, on obtient un ester plus de l'eau. Alors bien sûr, le mécanisme, il n'est pas aussi simple que ça. Le mécanisme, il va se faire en 3 étapes. Bon, et c'est pas le but d'étudier la réaction ici. Hein. Il va pas voilà, il va se faire en 3 étapes. Voilà, les étapes sont là, hein, vous les voyez, comment ça va se passer. Dans la première étape, là, pour former du RCOH OH avec un plus, hein. Puis ensuite, la deuxième étape, elle est là. Voilà. Donc tout ça, c'est la première étape. Hein. De la première étape est la protonation du groupe carbonyle. Voilà. Protonation. Ensuite, après la protonation, la deuxième étape cinétiquement limitante est l'attaque nucléophile de l'alcool sur le site électron. Et c'est toujours comme ça. Hein. Donc ça, c'est une réaction, un mécanisme à connaître par cœur. L'estérification, c'est toujours en 3 étapes. Hein. Donc c'est toujours ces 3 étapes-là. Hein. Toujours. Voilà. Il y en a même qui disent que, certains disent que c'est même plus d'étapes que ça. Certains l'entrevoient, je crois que je l'ai déjà vu en 8 étapes. En 8 étapes. Mais ici, il est expliqué en 3 étapes. Il est expliqué en 3 étapes. J'ai cru le voir en 8 étapes. J'ai cru le voir. Bon, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais j'ai cru le voir un jour en 8 étapes. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. On va dire ça comme ça. Ici, il est en 3 étapes. Donc la première étape est la protonation du groupe carbonyle. Le but, c'est pas d'étudier ça. Hein, je pourrais vous l'expliquer. Puis on a la deuxième étape. L'attaque nucléophile. Et la troisième étape. La troisième étape, c'est la réaction acide-base en interne. Pour obtenir, bien sûr, comment on appelle ça, l'ester. Alors ici, je vous parle de la cinétique, hein, la réaction non catalysée est assez lente. Pour atteindre le rendement maximal, il faut plusieurs mois. La vitesse évolue aussi selon la classe des alcools. Elle décroît quand on passe d'un alcool primaire à un alcool secondaire, puis à un alcool... Donc ça prend longtemps pour faire ça. Quoi qu'il en soit, on cherche donc des moyens d'accélérer la réaction. Augmentation de la température, si elle n'a aucune influence sur le rendement, elle améliore grandement la cinétique. Et on utilise aussi des catalyseurs. Alors ils utilisent comme catalyseur un acide qui permet d'augmenter, comme ils disent ici, le caractère électrophile du groupe carboxyle. Voilà. Bon, ça je pourrais étudier, je le ferai un jour, je vais tout décortiquer et étudier la réaction, comment est-ce qu'on appelle ça, le mécanisme de la réaction. Je le ferai pour obtenir un ester. Voilà, pour obtenir un ester. Alors revenons au glycéride. Donc je ne sais pas où ce que j'en étais. Voilà, estérification. Le glycérol a un goût sucré, ça vous le savez depuis, ça fait 3e fois qu'il le répète, de puissance moitié moindre que le saccharose. Oui, voilà, maintenant il vous donne la proportion de goût sucré
moitié moindre que le saccharose. Son pouvoir sucrant est de 0,56 à 0,64 à poids égal. Voilà, si vous voulez savoir le poids sucrant, ben, c'est ça, 0,56 jusqu'à 0,64. Glycérol a des propriétés laxatives et diurétiques faibles. Comme d'autres composés chimiques tels que le benzène, son indice de réfraction 1,47 est proche de celui du verre voilà, commun, le verre commun, bien sûr, parce que le verre a toute une panoplie de verre, permettant de rendre invisibles des objets en verre qui seraient plongés. Production et... donc, vous voyez que si vous mettez du verre avec du glycérol, ben, ça rend invisible des objets. Ouais, bon, j'ai rien dit. Bon, enfin bref, production et synthèse. La synthèse historique de la glycérine est due à Wurtz. On connaît fortement en chimie ce monsieur, Wurtz, c'est la réaction de Wurtz, hein, à partir du tribomure d'allyle. Toutefois, cette synthèse, voilà, c'est la synthèse de Wurtz. C'est voilà. Bon, une réaction chimique voilà, associée à Wurtz, c'est la synthèse de Wurtz. La synthèse historique de la glycérine est due à Wurtz, n'est pas totale car le tribromure d'allyle est lui-même préparé à partir de la glycérine. La synthèse totale est due à Charles Friedel et Roberto Duarte Silva à partir du propylène. Là, ils ont fait une réaction totale. Le glycérol est formé durant la fermentation alcoolique du mout de raisin lors de la production du vin. Voilà. Donc on a du glycérol hein, lors de la fermentation alcoolique du mout de raisin. Parce qu'il y a le mout de raisin et il y a le mout de céréales aussi. Hein. Voilà. Le glycérol est un sous-produit de la réaction de saponification. Bon, saponification, c'est le savon. D'ailleurs, au départ, vous parlez de savon. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Initialement, le glycérol a été trouvé comme un résidu de fabrication du savon. Ben, on le retrouve aussi au niveau du corps, parce que vous avez dit que les réserves de graisse, bon, quand vous voulez évacuer en tant qu'énergie, bon, on retrouve du glycérol dans le sang. Mais pas que, bon, il a un indice de réfraction qui permet d'être utilisé voilà, pour ne pas voir des choses. Voilà, mais ils vous disent aussi que le glycérol, ben, c'est un résidu de savon, et c'est comme ça qu'il a été trouvé. Voilà, il est fabriqué à partir de l'huile d'olive. Enfin, il fut fabriqué à partir de l'huile d'olive, extrait en tout cas, à partir de l'oxyde de plomb. Voilà, il vous dit tout ça, mais bien sûr, vous connaissez les savons à l'huile d'olive. Hein. Savon, il y a toutes sortes de savons à l'huile d'olive. Et donc, le glycérol est formé. On peut retrouver du glycérol pendant la fermentation alcoolique, c'est ce qu'ils vous disent, mais là, ça n'a plus rien à voir. C'est un sous-produit de la réaction de saponification, c'est-à-dire fabrication des savons, dont le but premier est fabriquer du savon. Ils vous le disent tout court. Voilà. À partir de matières grasses, animales ou végétales, donc c'est la chimie organique, cette réaction s'écrit donc corps gras plus soude, donne du savon plus glycérol. C'est normal parce que où est le glycérol? Ben, il était dans le corps gras. Il était dans le corps gras. La glycérine est un sous-produit de transestérification d'huile végétale lors de la production d'ester méthylique de l'huile végétale EMHV qui sert de carburant sur la dénomination de biodiesel ou diester. Les huiles de noix de coco et de palmier qui contiennent un pourcentage élevé de 70 à 80% d'acides gras en C6, carbone 6, carbone 14, libèrent de plus grandes quantités de glycérol que les gras et huiles qui contiennent majoritairement des acides gras en CC, C18, comme les graisses animales, les huiles de graines de coton. Bon, je vais aller voir vite la réaction de saponification. La saponification est dans le cadre général une réaction chimique transformant un ester en ion carboxylate. Rappelez-vous tout à l'heure qu'un alcool plus un acide donne un ester plus de l'eau. Mais ici, une réaction chimique transformant... Là, on part d'un ester. Et là, on va obtenir de glycérol à partir de l'ester. Mais bien sûr, on n'aura pas qu'un alcool qui est le glycérol. Donc, vous voyez qu'ici, c'était un peu une réaction, on va pas dire inverse de l'autre, mais en tout cas, là, je pars d'un ester et je forme de l'alcool. Voilà. Mais l'ester, bien sûr, il va se décomposer en ion carboxylate, et bien sûr, formation d'alcool qui est ici le glycérol, le glycéride. Il s'agit en fait de l'hydrolyse. Bien sûr, on aura de l'eau. On aura de l'eau ici en présence. Ça va donner de l'eau. Enfin, présence d'eau. On va avoir de l'eau. Enfin, non. C'est en présence d'une base. OH-, ion hydroxyde. Voilà, c'est en présence d'une base. Donc,
de l'hydroxyde. Et là, on retrouve le fameux monsieur Michel Chevreuil qui est bien en 1823, parce qu'ici, il reparle de la date de 1823, alors que dans un autre site, je l'ai trouvé 1816, ce qui n'est pas sérieux du tout, parce que 4 ans. Vous allez me dire, oui, de 1806 à 1823, ça fait pas beaucoup. Oui, je suis d'accord. Mais 16 à 23, ce qui fait 4, ça fait 7 ans. Mais la première réaction a été trouvée par voilà, de synthèse du vinaigre 1822. Ce qui veut dire qu'on pourrait attribuer à Michel Eugène Chevreul, en cet espace très court, ben, je veux dire, voilà, euh, la, la contradiction de la, comment est-ce qu'on appelle ça, de la force vitale, de la contradiction de la force vitale. Comme quoi, toute matière organique ne pouvait provenir que d'une force vitale. Donc l'homme ne pouvait pas faire transparaître, je veux dire, ce qui était la force vitale, et ça a été fait par justement l'ouverture de la chimie organique, par la synthèse, différentes synthèses, notamment du vinaigre, et synthèse due à M. Waller en 1828. Mais si vous mettez 1816, on peut attribuer aussi à Michel Eugène Chevreul avant Kolb. Mais avant Kolb. Mais Kolb, je vois que Kolb c'est 1822 et lui c'est 1823, Michel Eugène. Donc il ne faut pas mettre des dates n'importe quoi, parce qu'il suffit d'un petit laps de temps pour dire qu'on peut attribuer l'ouverture de voilà, décapitation voilà, de la force vitale par Michel Eugène Chevreul, alors que c'est pas vrai. On aurait pu l'attribuer à Kolb, mais on l'a pas fait, on l'a fait à voilà, Waller. On l'a attribué à Waller. Voilà, ceci étant dit. Mais tout ça pour vous dire quoi? Ben, vous retrouvez l'ester, RCOOR', bien sûr, en présence d'une base qui est l'ion hydroxyde ici. Bien sûr, d'un ion, ça va donner un autre ion qui est l'ion carboxylate, RCO-. Et bien sûr, l'alcool que vous voyez là-bas, HOR'. Et l'alcool ici, ça va être le glycéride. Hein. Voilà, voilà. Il vous donne tous les mécanismes. Voilà, en 2 étapes. La deuxième étape, elle est là. La troisième, elle est là. C'est un mécanisme en 3 étapes. Alors, il y a la saponification à chaud. C'est une technique industrielle de fabrication du savon où les matières gaz sont chauffées en présence d'une grande quantité de soude afin d'assurer la transformation totale des corps gras en savon. Alors, la réaction, je ne l'ai pas vue. Je vous ai dit que c'est en 3 étapes. C'est parce que je verrai les réactions. Le but, c'est pas de voir les réactions ici. Alors, ici, je vous parle du savon de Marseille à base d'huile d'olive. Le savon d'Alep à base d'huile de laurier. Alors, il y a la saponification à froid. Et là, elle est riche en. La saponification à froid est riche en. Comment on appelle ça? En glycérine. Voilà. Et alors, ici, on a la synthèse du savon. Au cours de cette réaction, des corps gras, graisse ou huile sont hydrolysés en milieu basique. Voilà. Vous voyez le OH-, hydrolysé en milieu basique, par une, donc par une base qui est KOH ou NaOH. Voilà, ils vous le disent ici en plus. Hydroxyde de potassium ou hydroxyde de sodium, bon, pour obtenir les OH-. Voilà, à une température comprise entre 80 et 100 degrés. La température élevée sert à accélérer la réaction de saponification. Voilà, c'est juste ça. C'est pour accélérer c'est une facture cinétique. Voilà, tout est dit tout est devant moi. Voilà, il suffit de lire, je n'ai rien à dire parce que tout est devant. Tout ce que je dis, en fait, je ne le lis pas, en fait, il est en face de moi. Je m'excuse. Je suis en train de dire des choses qui sont en face de moi. Voilà, c'est bizarre, mais c'est étrange, mais c'est comme ça. Bon, en fait, c'est parce que, voilà, bon, on devine ce qu'il raconte, hein, c'est surtout ça. Bon, je ne lisais même pas, et pour finir, au bout du compte, ce qui était marqué là, c'est ce que je disais. Bon, depuis le KOH là-bas, ouais, non, je n'ai rien lu, bon, tout était devant moi. Je ne lisais pas, mais voilà, parce que c'est évident. L'OH, moi, c'est évident. Comment obtenir de faire la réaction d'hydrolyse? Ben, avec du NaOH ou KOH. Hein. Voilà, c'est évident. Mais maintenant, pourquoi ils disent 80-100 degrés? Ben, on comprend que c'est un facteur cinétique. C'est un facteur cinétique. C'est ce que je voulais utiliser comme employé comme terme. Il est marqué là, facteur cinétique. Donc, j'ai même pas eu à voilà, aller très loin. Je l'ai dit en même temps sans le lire. Et voilà, tout était là. Tout est là, en fait. Voilà, tout est là. J'ai rien à dire, en fait. Tout est là. Hein. Voilà. Bon, alors ce que je voulais vous dire, la saponification des corps gras produit du glycérol, ouais, on est d'accord, et un mélange de carboxylate, ça vous le saviez, c'est le RCO-. C'est l'ion carboxylate. Et le glycérol, il est là-bas, hein, vous voyez qu'il est à droite. Donc après, mais ça à partir de triglycérides, hein, voilà, à partir de triglycérides, on en extrait le glycérol. Voilà.
en extrait voilà, le triglycérol. Enfin, le glycérol, à partir de triglycérides. Alors, on peut retrouver ça dans la cosmétique, dans les médicaments, la cosmétique, hydratant qui améliore l'onctuosité, la lubrification des préparations pharmaceutiques, utilisé dans les suppositoires, je m'excuse, les suppositoires par les laboratoires, les suppositoires, les sirops contre la toux, expectorants, utilisé comme traitement de fond dans la maladie de Ménière pour fluidifier les liquides canaux vestibulaires. Ouais, bon, utilisé en dernière intention par voie intraveineuse comme traitement contre l'hypertonie oculaire, notamment dans le cadre des glaucomes aigus par fermeture de l'angle. Dans les cosmétiques, on retrouve le glycérol, est souvent utilisé comme agent hydratant, solvant et lubrifiant. Il a un goût sucré, modéré, ça on l'a dit, voilà, 60% de celui du saccharose, ça a été dit tout à l'heure, pouvoir sucrant 0,56 à 0,64, je l'ai dit tout à l'heure, et est plus soluble que le sorbitol qui le remplace parfois. Voilà, parfois voilà, ils utilisent en lieu et place du sorbitol, mais ici, l'avantage c'est qu'il est plus soluble que le sorbitol. Utilisé dans les dentifrices, les bains de bouche, les crèmes hydratantes, les produits capillaires et bien sûr les savons, ça évidemment. Composants des savons, oui, on est d'accord, à la glycérine, notamment les savons de Marseille, dont la préparation par hauteur des eaux glycérineuse amène à la finalisation de ce produit. On le retrouve en alimentation, le glycérol est utilisé comme humectant. Donc, humectant, c'est pour retenir l'humidité, je vous le dis tout de suite. Voilà, d'ailleurs, il est marqué là pour retenir l'humidité. Humectant, humectant. C'est faut utiliser ce terme-là, il faut utiliser en agroalimentaire. Bon, ceux qui ne savent pas c'est quoi un émulsifiant, un humectant, voilà, tout ça c'est utilisé. Voilà, en agroalimentaire, on utilise des humectants, des émulsifiants, des acidifiants, des colorants, voilà, c'est tout des participants, mais, voilà, des acidifiants, ça je l'ai dit. On peut avoir aussi voilà, des aromatiques, voilà, etc., etc. Beaucoup de choses, on a beaucoup de choses. On a, oui, j'ai oublié, on peut avoir aussi des stabilisants, des épaississants. Voilà. Et ici, le glycérol est utilisé comme humectant pour donc retenir l'humidité, comme solvant, support d'arôme, comme émulsifiant. Voilà, c'est un mélange hétérogène de deux substances liquides non miscibles. Et voilà, mais vous voyez qu'ici, bien sûr, bon, il parle de mélange non miscible. Quand on a des mélanges non miscibles, ben, on va faire en sorte de lui donner des propriétés, si vous voulez, euh, des opérations spécifiques qui sont l'agitation, le mélange, ajout de quelques principes actifs. Ils vont adopter un aspect macroscopiquement homogène, mais microscopiquement hétérogène. Ouais, donc ça veut dire qu'il y en a un qui va se disperser, il va se disperser euh, dans la seconde substance sous forme de gouttelettes. Voilà, on voit le dessin à gauche. Donc on a une espèce de mousse, mais c'est pas des mousses. On a une espèce de mousse. Bon, l'émulsification, je ne peux pas vous détailler plus parce que c'est une opération voilà, d'agroalimentaire qu'il faut, même plus, c'est pas qu'en agroalimentaire, on peut l'utiliser ailleurs, qui demande de faire une étude sur ça. Bon, voilà, je peux étudier l'émulsification ici, mais c'est pas le but. Ici, moi, mon but, c'est de voir le glycérol, mais le glycérol peut être utilisé comme humectant, émulsifiant, voilà, comme solvant, etc., etc. Alors on peut utiliser comme additif alimentaire. Et le numéro alimentaire est le E422 dans le code alimentaire européen. E422, européen 422.
Alors, le GEF attribue au glycérol une dose journalière admissible non spécifiée depuis 1976, ce qui indique qu'il ne présente pas de danger pour la santé lorsqu'il est utilisé dans la proportion requise pour obtenir l'effet désiré. Ça, c'est comme toute alimentation. Tant que vous respectez une dose quotidienne, journalière, vous n'avez pas avaler 20 tonnes, c'est normal. Hein. Qu'est-ce qui peut manger 20 tonnes? Personne. Qu'est-ce qui peut manger 10 kilos par jour? Je crois que 10 kilos, il ne va pas que manger 10 kilos de glycérol par jour. Hein. On est bien d'accord. Donc, quand ils vous disent une dose journalière, c'est normal. Parce que c'est la nature des gens qui fait ça. Bon, autant on peut ingurgiter beaucoup d'alcool, oui, par jour, parce qu'il y a des gens qui sont imprégnés en imprégnation alcoolique parce qu'ils sont alcooliques et donc ils ont besoin d'une dose quotidienne d'alcool. Faut voir combien de bouteilles qu'ils boivent par jour, ça c'est de 1. Mais ils me diront rarement, personne ne va boire 20 litres par jour d'alcool. Hein. Je connais personne qui a déjà bu 20 litres d'alcool par jour. Il faudrait m'appeler, me dire qui est-ce qui a déjà bu 20 litres d'alcool par jour. Mais 20 litres c'est énorme. C'est énorme. Même en buvant de l'eau, 20 litres, on peut s'empoisonner. Donc il n'y a pas que l'alcool qu'on peut s'empoisonner avec 20 litres. Donc ce qui veut dire qu'on naturellement, on ne dépasse pas des doses. Hein. Les gens, je ne connais pas quelqu'un qui va boire un fût complet en une journée. Hein. Bon, ça n'existe pas, ça. Quelqu'un qui fait ça, bon, c'est comme si, voilà, il se tuait lui-même. Hein. Ça ne se fait pas. Donc je veux dire, donc c'est normal que les gens, quelque part, il y a un autocontrôle qui se fait. C'est ça que je veux dire. Il y a un autocontrôle. Il n'y a pas quelqu'un qui va manger 40 kilos de pain par jour. Hein. Voilà. Tout est nocif à ce moment-là. Bien sûr, après, même l'eau est nocif après une certaine dose, parce que regardez les compositions chimiques des eaux, si vous buvez 20 litres d'eau par jour, c'est très nocif. Voilà, donc il faut respecter, bien sûr, humainement parlant, je veux dire, quelqu'un de naturel, il boit pas 20 litres par jour. On préconise 1 litre, personne, je ne connais pas beaucoup de gens qui boivent 1 litre. Hein. Bon, il y en a qui ont plus soif que d'autres, il y en a qui ont moins soif. Voilà. Je ne sais rien dire de plus là-dessus. Bon, le glycérol est formé au début de la fermentation alcoolique du mot de fermentation glycéropyruvique, donne au vin son onctuosité. Les sucres se transforment en acide pyruvique et en glycérol. Voilà. Ça, c'est une sous-transformation. Hein. Donc, vous voyez que dans les graisses dans le sang, donnaient du glycérol. Mais si les sucres, ils vont se transformer en glycérol. Mais, et en acide pyruvique en même temps. Acide pyruvique. Les premiers 50 grammes de sucre fermenté donnent plus de la moitié de la teneur en glycérol du vin. Sa formation dépend de la quantité initiale de sucre. Ça, c'est normal. De la nature des levures, voilà, ça c'est les micro-organismes, hein, levures pour créer la fermentation. Parce que la fermentation est créée par des levures. Hein, et des conditions de fermentation, effectivement, température, c'est ça qui fait qu'on a un bon voilà. Parce que aller faire de l'alcool, ça peut-être que vous allez pourrir le raisin. Si vous prenez du raisin et vous allez faire de l'alcool, vous allez avoir, voilà, vous allez avoir une pourriture, hein, ce sera imbuvable. Pourquoi? Parce que tout bonnement, parce qu'il y a des conditions de production voilà, au niveau de la fermentation. Il faut une certaine température, de l'acidité, de l'aération. Voilà. Si vous n'avez pas une bonne aération, tout va pourrir. Et si vous faites, il faut faire un sulfitage. Voilà, il faut faire un sulfitage. Il ne suffit pas que tout pourrisse. Voilà, il faut des conditions. Voilà, bien sûr, quand on dit aération, c'est en présence d'air, c'est-à-dire d'oxygène. On est en phase aérobie ici. Hein, phase aérobie. C'est une fermentation en phase aérobie. La proportion de glycérol est relativement constante, elle varie de 6 à 10 grammes pour 100 grammes d'alcool. Cependant, dans les vins blancs, liquoreux, donc ça veut dire que les sucres vont produire du glycérol et les graisses vont produire du glycérol. Que ce soit les sucres ou les graisses produisent du glycérol. Voilà, on va dire ça comme ça. Dans les vins blancs liquoreux provenant des raisins pourris, botrytis, voilà, les teneurs en glycérol dépassent souvent de beaucoup ces proportions. Par exemple, le Mont-Louis liquoreux sont sucrés doux au palais. Le glycérol se trouve également dans les vins rouges tels les Bourgognes. La formation de coulées ou larmes sur les parois d'un verre après agitation n'est pas un indice de qualité dû au glycérol, mais s'explique par une différence d'évaporation et la tension capillaire entre l'eau et l'alcool. Effet Marangoni. En chimie, c'est l'un des principaux composants de la fabrication de la nitroglycérine. C'est aussi l'un des composants indispensables pour faire des bulles de savon.
on peut faire du feu sans allumettes si on mélange du glycérol et du permanganate de potassium, KNMNO4, en poudre. La réaction est très lente au début. On n'observe rien d'autre les 30 premières secondes, puis elle est tellement exothermique que la réaction s'emballe, provoquant l'inflammation du mélange. On observe des flammes violettes indicatrices de la présence de potassium. Et alors on a les plastifiants. Ils servent comme plastifiants dans les cellophanes. Plastifiant et lubrifiant dans la fabrication de papier. Lubrifie, assouplit les fibres, fils et tissus. Utilisé dans les fuites antigel. Appliqué sur un miroir, il évite l'apparition de buée. Sert aussi d'effets spéciaux tels que simulation de transpiration ou de fumigène. Sert dans l'aéronautique à lubrifier des tuyauteries d'eau potable en raison de son caractère non polluant. Composé associé ou alternatif au propylène glycol dans les liquides pour cigarettes électroniques. Le glycérol peut être également utilisé comme lubrifiant intime. Il peut également servir pour intensifier la fumée d'un narguilé. C'est une espèce de cigarette libanaise là. Voilà, il fume. Bon, je ne préconise pas ça parce que c'est mauvais pour les poumons. Il peut être utilisé dans les crèmes glacées au sorbet maison pour éviter le durcissement aux températures du congélateur. 2 cuillères à soupe par litre. Voilà, donc quand ça sort trop du congélateur, que c'est fort dur, ben, vous pouvez mettre voilà, comment on appelle ça, du glycérol. Il est utilisé pour conserver des plantes, pour en faire des bouquets secs. Le glycérol entre comme plastifiant dans la formulation de la peinture aquarelle. C'est aussi de la matière première pour les résines alkydes liant de la peinture à glycérophthalique. Le glycérol est utilisé pour la conservation longue durée des bactéries à une température de moins 80 en empêchant la formation de cristaux de glace. Voilà. Donc vous voyez que tout ça pour vous dire quoi, ben, que l'usage du glycérol est fondamental bon, dans la vie courante. Hein. C'est pas n'importe quoi le glycérol. Hein. Voilà. Je vous remercie.